elle n'était pas si nulle, cette course. C'est vrai que sur les réseaux, j'ai vu beaucoup de gens s'en plaindre. Et moi-même, après la course, je l'ai regardé avec des potes, j'étais pas très chaud. Mais en fait, avec un peu de recul, je me dis que cette course-là, elle était quand même sacrément mieux qu'à Bakou. Et on va voir pourquoi. Salut à tous, bienvenue sur Stop and Go. Aujourd'hui, on va parler du Grand Prix de Miami, la première course de cette saison en terre américaine, qui a vu triompher Max Verstappen. Voilà. Premier Grand Prix aux US, nouvelle victoire en tout cas de Max Verstappen avec une remontée que j'ai envie de dire presque facile finalement sur la Red Bull en partant de la 9 place et surtout c'est un quatrième doublé pour l'écurie autrichienne en 5 courses. C'est quand même un sacré début de saison. Il n'y avait que Mercedes qui avait fait mieux en 2019 avec 5 doublés en 5 courses. Là c'était carrément ciao la concu. Bref, derrière, c'est quand même sacrément loin. Et on va surtout attaquer directement dans le vif du sujet avec notre premier sujet du jour, justement, qui est une équipe aux antipodes de Red Bull. C'est McLaren. Alors, McLaren, l'enfer continue clairement pour l'équipe de Woking avec un manque de performance qui est énorme et ce depuis le début de saison et même avec les évolutions de Bakou ça marche pas fort tout simplement. On avait l'impression que c'était mieux la semaine dernière mais c'était qu'une impression à mon avis dans les rues de la capitale d'Azerbaïdjan mais en tout cas en termes de résultats et de performance on s'est vraiment dit que ça allait mieux mais je pense que c'était vraiment qu'une impression. En effet, Norris, il était vraiment pas très satisfait de ses évolutions à Bakou et il trouvait que la voiture, tout simplement, était pas bien meilleure qu'elle ne l'était avant ces évolutions-là, voire même peut-être un peu plus difficile à piloter. Et surtout, je pense que ce bon résultat à Bakou, il est plus dû à la philosophie du circuit, qui correspond peut-être mieux à celle de la voiture, ou même peut-être au pilote. C'est vrai que Bakou, c'est un circuit en ville, qui est très compliqué. Et du coup, on se dit que potentiellement, le pilote peut faire plus la différence que sur un autre circuit où la voiture est vachement plus importante et la performance de la voiture. Ce week-end, en tout cas, c'était extrêmement dur. Les voitures étaient absolument nulle part, aucun rythme, les deux sortent en Q1. Et donc, quand on part de si loin, il faut tenter des choses. Et c'est ce qu'a fait McLaren avec une stratégie qui n'était pas bête. En effet, les deux voitures partent avec des softs. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'entre la nuit de samedi à dimanche, il a plu. Mais il a plu de type fin du monde. Voilà, c'est Miami, c'est comme ça, cette période de l'année. Romain Grosjean l'expliquait très bien, lui qui habite à Miami depuis qu'il est en IndyCar, le disait, surtout en cette période de l'année, on arrive à la période estivale à Miami, et il faut savoir que là-bas, tous les soirs quasiment, il y a des gros orages qui sont venus complètement laver la piste. On est donc sur une piste verte, comme on dit dans le jargon, une piste qui n'a aucun grip, qui n'est pas tout simplement, qui n'a pas eu le grip déposé par d'autres voitures. Surtout que ce week-end, il n'y avait pas de course support. Alors il y avait de la Porsche Cup américaine, je crois, mais c'est tout. Donc déjà la Porsche Cup ne roule pas sur les mêmes pneus que la Formule 1, puisque les Porsche roulent sur des Michelin. Donc déjà la compatibilité est pas folle. Et je sais même pas si la Porsche a roulé le dimanche matin avant le Grand Prix, je pense, parce que normalement c'est comme ça que ça se passe avec la Super Cup. Mais en tout cas, très peu de catégories support, pas de F2, pas de Porsche Super Cup justement, pas de F3 non plus. Donc les Formule 1 ont été quasiment les premières à rouler sur ce circuit le dimanche, avec donc une piste verte et on se dit que finalement, les pneus tendres sur une telle piste, c'est pas une mauvaise idée parce qu'ils vont apporter plus de grip sur une piste qui en manque de manière assez cruciale. Et surtout, il y a moins de dégradation sur une piste verte. Surtout que l'asphalte a été complètement refait. Donc on est sur une piste qui est clairement un billard. Hein. Vraiment, Miami, c'est simple, c'est un parking avant. Donc tu vois, niveau billard, on est pas mal. Et surtout avec une piste qui a été complètement refaite, puisque l'année dernière, elle partait en lambeaux, hein, cette piste. Donc on a évité ça cette année. Il s'est rien passé de grave au niveau du tarmac, donc c'est très bien, bravo aux organisateurs. Et donc les deux McLaren partent en pneus soft pour réussir un très bon départ et s'arrêter très vite dans la course. C'est ce qu'a fait Oscar Piastri, puisque lui il gagne 5 places au départ. Je crois que c'est un des pilotes qui en gagne le plus, si mes souvenirs sont bons, dès le premier tour. Mais ça n'a pas marché par contre pour Norris, qui s'est fait rentrer dedans par De Vries, qui manque son freinage au T1 au moment du départ. On va en reparler de Nick De Vries juste après. Mais du coup, en se faisant harponner, Norris, malheureusement, sa stratégie ne marche pas vraiment pour lui. Et
la stratégie marche globalement pas trop pour les deux McLaren, parce que même si Piastri réussit un super départ, il s'arrête au 5e tour, et derrière, malheureusement, il n'y a aucun incident de toute la course. Pas un abandon, pas un drapeau jaune, pas une safety car, pas un red flag, rien. Même pas une VSC comme ça qui se perd, rien. Donc, du coup, la stratégie marche pas, parce que là, l'objectif, c'est de s'arrêter très tôt dans la course, de chausser des pneus durs, et d'essayer d'emmener son relais le plus loin possible, en attendant une safety car, idéalement en fin de course, pour s'offrir un arrêt gratuit, repartir sur des médiums et faire une bonne fin de course. Ça n'est pas arrivé. Les voitures finissent donc très loin, les deux sont en dehors des points, et ce qui est assez fou pour moi, c'est de voir que même avec un abandon, les Alpines sont à égalité de points avec les McLaren. Enfin, un abandon, c'est pas un abandon là, mais avec 100 marqués de points, pardon, et avec une voiture qui est catastrophique depuis le début de l'année, à part à Bakou où ça a plutôt bien marché, même si on l'a vu, c'est peut-être plus dépendant du circuit. McLaren, globalement, le début de saison, il est quand même assez catastrophique. Et ça montre à quel point on n'a pas réussi à capitaliser chez Alpine sur ce début de saison, et on n'a pas réussi à marquer les points quand il fallait. Pour ce week-end-là, Alpine qui réalise quand même un meilleur week-end ici, ça s'est globalement bien passé. Les deux voitures sont rentrées dans les points, les deux voitures sont rentrées en Q3. On avait un Gasly qui était P5 sur la grille, alors avec des petits faits de course, j'ai envie de dire, même si c'était que les qualifs. Mais en tout cas, ça reste quand même une bonne performance. Et surtout, chez Alpine, il va falloir se bouger parce que ça s'est littéralement fait bousiller par Laurent Rossi, le CEO de Alpine, au micro-canal, qui a clairement pas mâché ses mots sur les performances d'Enstone en ce début de saison. Voilà pour McLaren, donc on va passer maintenant à AlphaTauri. C'est vraiment un sujet que je voulais traiter sur cette course, parce que c'est pas sur ce Grand Prix en particulier, mais ça fait plusieurs Grands Prix qu'on voit ça, et même d'ailleurs depuis le début de la saison. Je voulais parler rapidement de Tsunoda, qui réalise vraiment un super début de saison pour moi. Il a été extrêmement consistant, avec 3 P11 et 2 P10, donc ça veut dire que vraiment le frérot, il est bien consistant sur ce début de saison, avec une voiture qui objectivement est terrible. On voit depuis le début de la saison 2023, l'AlphaTauri est vraiment pas rapide. Elle repose en termes de développement sur la voiture de 2022 qui n'était déjà pas bonne. Donc clairement, c'est la galère. On peut quand même noter que Franz Tost a de nouveau confiance, d'après Julien Febvre, en ses ingénieurs, ce qui n'était pas le cas en début de saison. Apparemment, je crois qu'il y a un ingénieur qui a sauté chez AlphaTauri. Donc c'est ciao mon frérot, bien joué. Et en tout cas, c'est quand même une P11 à Miami pour Tsunoda, une nouvelle P11 qui termine, comme je disais, pour la 3e fois de l'année à cette position, qui est une position assez frustrante, un peu comme la 4e place ou la 2e place. On est juste derrière ce qu'on voulait atteindre, que ce soit le podium, la victoire ou les points pour ce cas-là. Mais c'est aussi quand même 2 P10 en début de saison. Donc ça montre aussi qu'il arrive quand même à aller chercher les points, sachant que, vous le savez, on l'a dit la semaine dernière, les points cette année, c'est extrêmement compliqué à aller chercher, puisqu'il faut rappeler quand même que jusqu'à la P8, globalement, c'est verrouillé. C'est ce qu'on a vu depuis le début de l'année, puisqu'on a 4 équipes qui sont bien au-dessus du lot. Donc c'est difficile. Et en ça, Tsunoda impressionne pour une voiture qui est, objectivement, j'ai envie de dire, 9e du plateau, peut-être 8e du plateau en termes de performance pure. Donc c'est vraiment excellent. Et d'un autre côté, on a un Nyck de Vries, comme je disais, qui est vraiment en galère. Alors, c'est une première saison complète pour lui. Il avait fait une seule course seulement l'année dernière au volant de la Williams à Monza, qui avait fait la course de sa vie, clairement, qui lui a permis d'entrer en F1, puisque Red Bull n'avait pas de pilote, tout simplement, à mettre dans l'AlphaTauri pour remplacer Pierre Gasly. Je pense que cette course, alors on va pas refaire le Grand Prix de Monza de l'année dernière, mais il a été quand même sacrément aidé par le fait que, déjà, l'autre pilote qui avait en face de lui, c'était Latifi, puisqu'il remplaçait Albon et non pas Latifi, donc la concurrence n'était pas si folle. Et surtout, Monza, c'était peut-être le meilleur Grand Prix pour prendre le volant de la Williams, puisqu'on le sait que la Williams, c'est SpaceX dans les lignes droites, et c'était déjà le cas l'année dernière. Donc bon, on va refermer le chapitre 2022 ici, mais De Vries, je pense, a eu de la réussite, je dirais pas de la chance, mais pas mal de réussite de rouler à Monza dans la Williams.
Et c'est ce qui lui a permis d'arriver ici cette année chez AlphaTauri où c'est compliqué, faut quand même le rappeler. Nyck de Vries, c'est pas non plus n'importe qui. Champion de Formule 2, champion de Formule E. Alors, Formule E, je sais que ça va peut-être grincer parmi vous, grincer des dents. Je pense que ça montre aussi le faible niveau, j'ai envie de dire. Désolé pour tous ceux qui aiment la Formule E, même si je pense qu'on n'est pas beaucoup. De la Formule E, parce que quand même il était extrêmement rapide là-bas, notamment sur des circuits. C'est que des circuits en ville, donc il n'y a pas le droit à l'erreur, etc. Et bah, au contraire, chez De Vries, on en a vu beaucoup des erreurs. C'est quand même 2 14e et une 15e place sur les 3 premières courses, avec un abandon à Bakou, comme je disais, suite à une erreur grossière et d'appréciation dans le T5, si mes souvenirs sont bons. Donc ça c'est vraiment pas fou, surtout qu'il était déjà sorti plus tôt dans le week-end. Et ici c'est une nouvelle erreur, encore une fois, au freinage, qui ruine clairement la course de Norris, parce qu'à mon avis il a dû choper pas mal de dégâts au niveau du fond plat. Et surtout c'est une lointaine 18e place par rapport à la P11 de son coéquipier. Il va falloir que ça aille mieux rapidement du côté de Vries, parce que la patience c'est clairement pas le fort de Red Bull, et surtout pas de Helmut Marko, hein. Et le bon vieux Helmut, ça m'étonnerait pas que ça dégage très rapidement, hein, voilà. Voire même en cours de saison pour Tsunoda. Ce serait pas étonnant parce que c'est déjà arrivé un paquet de fois. Je dirais que le seul truc qui sauve pour l'instant De Vries, c'est qu'on sait pas vraiment qui mettre en F2, on n'est pas totalement prêt chez Red Bull, mais on l'a vu. Maintenant, Red Bull, on l'a vu pour Pérez, ils sont capables, et on l'a vu pour De Vries aussi, ils peuvent aller chercher des pilotes ailleurs, ils sont plus vraiment fermés dans leur système de jeunes pilotes, donc potentiellement ça peut aller chercher des pilotes ailleurs, donc à voir pour De Vries, mais en tout cas il va falloir être plus rapide, clairement, et faire moins d'erreurs. Voilà, pour donc AlphaTauri. Rapidement, je voulais passer sur les As, qui font vraiment un super week-end, tout simplement, qui sont vraiment à l'écoute d'opportunités, j'ai envie de dire, en ce début de saison. Ça va marquer des points quand il faut, c'est rapide, surtout ce week-end, c'était vraiment rapide. Alors, la P4 de Magnussen en qualif, impressionnante, comme j'ai dit, un peu comme pour Gasly, bien aidé par le drapeau rouge de Leclerc, mais en attendant, sur le premier run, il fait un 4e temps, quand les autres, comme Verstappen ou Leclerc, se loupent. Voilà, il a quand même fait un meilleur temps que des Gasly, etc. Donc franchement, c'est une super perf qui est rentrée aussi en Q3. C'est pas facile hein, cette année. Les voitures sont extrêmement proches en qualif. On voit encore s'il y a beaucoup plus de différences, mais en qualif, c'est vraiment proche entre les voitures. Et souvent, on a en Q1 notamment 1 seconde entre la P1 et la P15. Donc c'est vraiment serré. Et Magnussen, il est quand même rentré en Q3, puis fait la P4. C'était vite tout le week-end, hein. Globalement, c'est ce que j'ai relevé, avec un Hülkenberg qui était très très perfo en essai libre. Bon, il est tellement perfo qu'il finit par la mettre dans le mur, mais en tout cas, ça allait très vite. Et Magnussen, pendant la course, il va tenir Leclerc pendant plus de 30 tours. Qui d'ailleurs fait pleurer quelques tifosi à mon avis, Kevin, mais qui fait quand même une super course hein, avec des défenses incroyables. Il va repasser un moment Leclerc en bout de ligne droite, la deuxième zone DRS, tout au bout à l'épingle. Il vient le repasser à l'extérieur sur un freinage des enfers, c'était franchement magnifique. Et Hülkenberg va faire la même avec Lewis Hamilton, qui va aussi l'embêter pendant un petit moment dans la course. Donc globalement, les As, ce week-end, c'était très perfo, c'était très rapide, et les 2 pilotes ont réussi à faire de belles performances. Ça finit même dans les points pour Magnussen, puisqu'il est venu clore le top 10, du coup, avec un petit point. Mais ça va compter énormément, ces petits points par-ci par-là, parce que, comme on l'a dit, ils sont difficiles à aller chercher. Et à la fin de l'année, c'est des millions et des millions de dollars qui se jouent. Donc c'est très important. J'ai envie de passer à mon avant-dernier sujet qui va être rapide. Je voulais parler de Red Bull et des autres. Alors, Red Bull cette année, ils sont extrêmement rapides. Ça, vous le savez, je n'apprends rien à personne.
Et moi, ce que je voulais surtout souligner dans ce point-là, parce que bon, on va pas refaire le truc, on le sait, tous les week-ends, on se retrouve ici, enfin tous les mercredis, on se retrouve pour se dire que la Red Bull est extrêmement rapide et qu'elle est devant tout le monde. Moi, ce que je voulais vraiment souligner, c'était la facilité, je trouve, avec laquelle Max Verstappen est remonté dans le peloton ce week-end, et que j'ai envie de mettre un petit peu en parallèle avec Mercedes, qui est la dernière équipe qu'on a connue aussi dominante que Red Bull. Et on l'a vu en début de podcast, Red Bull et Hamilton, Toto Wolff et tous sont les premiers à dire qu'ils n'ont jamais vu une équipe aussi dominante, etc. On a bien vu que si, puisque Mercedes a fait mieux en 2019, avec 5 doublés en 5 courses, ce qui est absolument parfait comme résultat. Voilà, ils avaient quasiment le nombre maximum de points disponibles. Il n'y avait que quelques meilleurs tours en course qu'ils n'avaient pas réussi à avoir chez Mercedes. Bref, on l'a vu, on a déjà vu des voitures aussi performantes dans l'histoire de la F1. Mais en revanche, je trouve ce qu'on n'a jamais vu, alors en tout cas dans l'ère moderne de la F1, c'est une voiture aussi facile pour doubler, en fait. C'est-à-dire que j'ai l'impression, alors on le sait, le fort de la Red Bull, c'est de ne pas dégrader ses pneus en course et d'aller très très vite en ligne droite. Ce qui est absolument parfait pour une remontée, parce que tu peux attaquer sans user la gomme, et tu peux tout simplement doubler plus facilement avec une meilleure vitesse de pointe. Le gros avantage de la Red Bull, c'est surtout leur DRS qui est extrêmement performant. Je l'expliquerai prochainement, je pense, sur TikTok, comment un peu ça fonctionne, ce train arrière, d'un point de vue aéro, et surtout quand le DRS est activé. Mais en tout cas, chez Red Bull, et en tout cas chez Max Verstappen plutôt, j'ai eu l'impression que là, ça se baladait pendant la course en mode F1 22, quoi, avec la difficulté à 15. Tu vois. Donc c'était très impressionnant. Et si on compare avec la Mercedes, elle était extrêmement rapide. On le sait, hein, elle allait très très vite. Mais dès qu'elle était dans le trafic, c'était beaucoup plus difficile. Hein. Elle avait du mal à suivre les autres, notamment avec le Dirty Air. Alors, aujourd'hui, les voitures sont très différentes. La philosophie du règlement est différente aussi, donc on peut se suivre plus facilement. Mais je trouve quand même que la Red Bull, elle est redoutable dans ce sens-là. C'est-à-dire que même si Red Bull se loupe en qualif, on sait qu'ils vont gagner le lendemain. Alors qu'avec Mercedes, quand ils se loupaient en qualif, c'était plus compliqué. On savait qu'il y avait vraiment une chance. Et là où je veux en venir sur ce point-là, c'est que je pense que Red Bull peut potentiellement, honnêtement, vraiment gagner toutes les courses de l'année. C'est-à-dire que s'il n'y a pas vraiment une course folle et potentiellement un double abandon, j'ai envie de dire, ça va être très difficile d'aller arrêter Red Bull cette année parce qu'ils sont vraiment, vraiment perfos. Et en particulier Verstappen. Alors je sais que vous l'avez peut-être vu en shorts ou sur TikTok, etc. J'ai fait une petite vidéo pour réagir un petit peu à cette hype autour de Sergio Pérez et de sa potentielle bataille avec Max Verstappen pour le titre. Je trouve que ce week-end, on est quand même revenu à la normale, j'ai envie de dire. Un circuit plus classique, même s'il est un petit peu en ville. C'est un petit peu comme Melbourne, quoi, à moitié en ville, à moitié circuit permanent, avec de grands dégagements par endroits, des endroits beaucoup plus serrés. Mais je trouve quand même qu'on est revenu à une normale de laquelle on avait l'habitude avant, plutôt l'année dernière, ou même en début de saison sur le premier Grand Prix, entre Verstappen et Perez. Verstappen qui a été bien plus rapide que Perez tout le week-end, avec globalement une demi-seconde sur Perez. Et honnêtement, moi, dans la course, quand j'ai vu que Verstappen passait Alonso pour la deuxième place au tour 15, soit 10 tours plus tôt que ce qu'avait prédit Fernando Alonso la veille en qualification, qui avait dit Max me passera au tour 25. Frérot, c'était 10 tours plus tôt, voilà, donc impressionnant. Quand j'ai vu ça, je me suis dit que clairement, Perez, c'est ciao. Hein, voilà, c'était sûr. Et la stat folle, c'est que Verstappen n'a jamais été au-delà des 5 secondes, je crois, ou 5 secondes et demie, de Perez pendant la course. Jamais. Même dans le trafic. Il n'y a que au moment des arrêts au stand. Mais sinon, il n'a jamais été à plus de 5 secondes de Perez, sachant qu'il partait 9ème. C'est pour vous dire la performance de Verstappen, mais surtout la contre-performance, je trouve, de Perez, qui était un peu garé ce week-end par rapport à Verstappen, je trouve. Et qui montre, je pense, alors on va attendre de voir plus de courses, mais qui montre, à mon avis, les petites difficultés que va avoir Perez, je pense, pour aller chercher Verstappen sur une saison complète. À mon avis, il n'y a pas le rythme. Mais je
J'aimerais beaucoup qu'il me donne tort parce que j'ai envie de voir une bataille pour le titre, même si c'est entre les deux équipiers Red Bull, c'est déjà génial. On l'avait vu avec Mercedes et c'était incroyable entre Rosberg et Hamilton, donc pourquoi pas. J'y crois pas, mais pourquoi pas. Pour conclure ce petit point sur Red Bull et les autres, parler très très rapidement de Charles Leclerc. Voilà, je vais pas enfoncer le clou plus pour les tifosi, mais il va falloir se réveiller. Alors du côté de chez Ferrari, il va falloir se réveiller parce que ce week-end c'était quand même vachement moins bien qu'à Bakou. Ça a été pas trop mal en qualif, ça pouvait aller globalement, je pense, se battre pour la pole du côté de Charles Leclerc, qui en a trop fait, et qu'il faut d'ailleurs falloir penser à arrêter les erreurs, parce que ça fait 2 fois la même erreur, une fois en essai libre, une fois en qualif pour Charles Leclerc, qui était très critique envers lui-même encore une fois, comme il sait le faire. Mais on peut être critique et en attendant, il ne faut pas les faire les erreurs, clairement. Et s'il veut aller chercher un titre, il va falloir arrêter de faire des erreurs. Il faut rappeler que Leclerc en est à sa 6e saison en Formule 1. 6e saison, c'était 2020 pour Verstappen et c'était 2012 pour Lewis Hamilton, pour vous donner, et même 2007 pour Fernando Alonso. Voilà, si on compare un peu aux champions du monde sur la grille. Et rappelez-vous un petit peu de ces saisons à chaque fois pour chaque pilote. 2007, Fernando est déjà double champion et se bat pour un championnat encore une fois. 2012, Hamilton réalise une saison incroyable au volant d'une charrette qui est la McLaren. Même si en 2011 la saison était cata pour Hamilton, certes, mais il est déjà champion du monde aussi. Et 2020 pour Verstappen, c'est clairement une saison où il fait pas d'erreur. Clairement, une saison où il est le seul à pouvoir se battre avec des Mercedes intouchables. Donc, ça donne une petite perspective, voilà, pour Charles Leclerc. 6e saison, faut plus faire d'erreur. Voilà. Tous ces pilotes-là qui sont champions du monde, dans leur 6e saison, soit ils se battaient pour un titre, soit ils étaient clairement dans un mindset de champion, c'est-à-dire aucune erreur, hyper rapide, et une exploitation de la voiture à 110%. Alors les 2 derniers points, Leclerc les a clairement, mais sur les erreurs, c'est plus compliqué. Alors, il faut aussi lui rendre, pour un petit peu on va dire, se faire l'avocat du diable. Faut savoir que Leclerc pousse énormément pour amener cette voiture là où elle est, je pense. Mais clairement, quand d'un côté, on a un Leclerc qui est très rapide, mais qui fait quand même pas mal d'erreurs. D'un autre côté, une Ferrari qui est pas si rapide que ça cette année, qui a un peu de mal. On sent que ça se développe, mais en course notamment, c'est quand même très difficile. Un Sainz qui fait moins d'erreurs, mais qui est garé complet. Parce que, je suis désolé, mais Sainz, il est quand même garé. Alors, en attendant, ça va marquer des points, même si ça fait quelques petites erreurs parfois qui coûtent cher. À Melbourne notamment, le dernier départ, qui lui coûte un nombre de places incalculable, alors qu'il aurait pu être facilement 4ème, voire 3ème, je crois, je sais plus. Mais en tout cas, ça lui coûte, je crois qu'il sort des points carrément. D'un autre côté, on a cette course aussi, Sainz qui fait une erreur au moment de l'entrée des stands, qui passe 2 km/h au-dessus. Un peu comme Grosjean, j'ai été étonné qu'ils prennent que 5 secondes parce que 2 km/h c'est quand même beaucoup. Et des fois, tu prends des 5 secondes pour 0,1 km/h. Donc j'ai été assez étonné de ce côté-là. Tant mieux pour lui, il a eu de la chance. Mais en tout cas, ça aurait pu lui coûter cher encore une fois. Ça ne lui a pas coûté, ça ne lui a rien coûté même parce qu'au final les écarts étaient très importants en fin de course. Mais quand même, ça aurait pu lui coûter des places. Donc attention à ça. Et pour Ferrari, il va falloir améliorer le rythme de course. La voiture qui était très inconsistante, je pense qu'elle a beaucoup souffert du fait que la piste était absolument pas, comme on l'a dit, qu'il n'y avait absolument pas de grippe, qui était complètement verte. Et la Ferrari a aussi, je pense, souffert du vent. J'entendais Leclerc en interview dire que la voiture glissait un peu partout, était très imprévisible. Je pense que ça peut venir du vent. Il y avait énormément de vent hier, on le voyait à la télé, sur les images, notamment sur tous les palmiers qui étaient absolument en PLS. Donc à mon avis, je pense que ça peut venir de là. On verra à Imola. Les upgrades vont continuer d'arriver. Il y avait un nouveau plancher, je crois, ce week-end pour Ferrari. Mais voilà, en tout cas, en espérant que ça aille mieux. Ça allait beaucoup mieux pour Aston Martin, alors surtout pour Fernando Alonso, parce que Stroll s'est fait un peu piéger en qualification, mais qui a fait une course extrêmement solide, selon lui, sa meilleure course de l'année. Voilà, ça finit P3, pas si loin des Red Bull, en fait. C'est ça qui est assez impressionnant. Et aussi les Mercedes, ça a été très difficile en qualif. Ça sort en Q2 pour Hamilton, ça passe à peine pour Russell qui était P10 au moment de passer en Q2, en Q3. Donc assez impressionnant de ce côté-là, c'était assez fou de voir les Mercedes autant à la peine.
Mais après en course, ça se rattrape quand même bien avec une très bonne stratégie et une course bien emmenée d'Hamilton qui revient de loin, hein, clairement, qui a galéré face à Magnussen. On en venait presque à célébrer un dépassement face à Magnussen, face à Hülkenberg, pardon. On en venait presque à célébrer un dépassement sur Hülkenberg. Euh, c'est dire à quel point ça a changé dans ces deux dernières années pour Hamilton et Mercedes. Mais en tout cas, c'était quand même une course assez solide pour eux. Je vais finir par le bonus. Alors c'est un bonus, une réaction, c'est ce que vous voulez. Sur le Grand Prix de Miami en général et sur cette présentation des plus gênantes. Alors je sais que tout le monde en a parlé, donc je vais peut-être un petit peu me répéter. Mais j'ai rien écrit, c'est full impro. Juste ce que j'en ai pensé, c'était nul. Hein, globalement, c'était nul. Hein, voilà. Je pense que tous les fans de Formule 1 sont d'accord pour dire ça. On a juste eu le droit au moment le plus gênant de la télévision depuis pas mal d'années. Alors je regarde pas la télé en dehors de la F1, donc vous allez me dire, j'ai pas beaucoup de refs. Mais honnêtement, à la F1, ça faisait un moment que ça n'avait pas été aussi gênant. Hein. Bah, quasiment, je pense, un an, hein, depuis qu'on avait eu la fameuse cérémonie de podium à Miami l'année dernière, avec des motards de la police. Enfin bref, c'était gênant aussi. J'ai l'impression que Miami, ça va être le Grand Prix de la gêne. Hein. Sauf qu'il y a un contrat de 10 ans pour Miami. Donc bon, ça va être un peu long. Cette présentation, que dire on avait déjà eu le droit à Austin en 2017 à une présentation un peu comme ça, qui avait été un peu gênante, mais beaucoup moins, je trouve. Voilà, la présentation avait été faite par un mec qui commente la NBA, je crois, enfin qui est un commentateur de sport américain, qui a l'habitude de faire ce genre de choses, ces grandes présentations comme ça. C'est très à l'américaine, hein, avec les flammes, la fumée, machin et tout. Euh, Ça avait été un peu stylé parce que c'était le début du renouveau de la F1. On sortait de l'ère Bernie Ecclestone qui était très carré, voilà, très fermé, j'ai envie de dire. Euh, mais il y avait aussi un truc. On avait fini la présentation par Vettel et Hamilton qui se battaient pour le titre avec eux deux qui se regardaient face à face et le trophée de champion du monde au milieu, même si à l'époque on savait déjà que c'était ciao pour Vettel. Mais il y avait un truc. Là, on est en début de saison et on est juste en mode Oh yeah, Logan Surgeon. Oh, ta gueule. Enfin, pardon, mais on s'en fout. Voilà, c'était gênant, c'était long. C'était long, ils nous ont bousillé la moitié de la grille. Hein. Moi, je veux juste regarder la grille sur Canal+, avoir des petites infos avant la course. J'ai rien à foutre de voir un rappeur américain présenter tous les pilotes un par un, là, en faisant des trucs. Alors, je crois que c'est sur la vidéo de Despilo qu'il l'a relevé, PO, sur la presse de Tsunoda qu'ils ont qualifié. Ils ont dit un truc genre il est petit mais puissant. Enfin, c'est une pub pour Skip, le frérot. Enfin, j'ai envie de dire, genre, respectez-les, s'il vous plaît. Enfin, genre, chez moi, tu me balances ça en live alors que je suis pilote de Formule 1, mais je t'en colle une. Enfin, genre, c'est quoi le délire? Non, vraiment, c'est n'importe quoi. C'est vraiment n'importe quoi. Et on l'a vu, hein, tous les pilotes avaient envie de crever hein, pendant ce moment. C'était vraiment la gêne pour eux aussi. Euh, donc bon, j'ai pas grand chose à dire si ce n'est que Miami, voilà, tout est faux en fait. C'est ça qui me saoule un peu aux États-Unis. Alors autant Austin, je trouve qu'il y a vraiment une vibe très particulière et vraiment on sent que c'est l'Amérique qui aime le sport automobile. Un peu comme on peut le voir en IndyCar, etc. C'est vraiment des fans de sport auto. C'est ce qu'on a à Sebring quand on va faire l'endurance. C'est ce qu'on a quand on fait les 24 heures de Daytona. C'est ces sports comme ça américains qui sont incroyables. Les 500 miles. Enfin, je veux dire, les Américains sont fans de sport automobile. Ils n'ont pas forcément les mêmes sports auto que nous. D'ailleurs, la Formule 1, il y a encore 5-6 ans, ils en avaient absolument rien à carrer. Mais c'est des vrais fans de sport auto. Malheureusement, à Miami, et j'ai bien peur qu'à Vegas, ça soit la même, c'est juste le concours au nombre de stars. C'est-à-dire que pendant des essais libres, au lieu de nous montrer des voitures qui roulent, ce pourquoi on est là, hein, honnêtement, quand il est 23h40 et que je me connecte sur Canal+, c'est pas pour voir qu'il y a Jeff Bezos dans le garage de McLaren. Ça, j'en ai rien à taper, hein, clairement. Hein, voilà. Jeff, c'est cool, voilà. Va t'occuper des colis Amazon. Je m'en fous que tu sois là, voilà, clairement. Donc c'est vraiment, j'ai l'impression, la course au nombre de stars qu'on va avoir. Ce que je trouve un peu désolant, honnêtement. On est là pour le sport aussi. Le glamour fait partie de la Formule 1, c'est clair, mais là, c'est vraiment Miami et je pense que Vegas, ce sera pareil. C'est vraiment du faux, quoi. J'ai l'impression qu'il n'y a pas de fans de F1. Enfin, il y a juste des gens qui sont là pour se montrer, avec des places quand même à Miami qui commencent à 1 600 $. Ça commence à 1 600 $. Voilà. Juste pour vous donner un petit ordre d'idée, si vous voulez aller voir un Grand Prix,
peut-être pas penser à Miami en premier. Hein, on va peut-être aller à Spa. Déjà, vous verrez une vraie course hein, sur un beau circuit. Et puis, ça coûtera un peu moins cher. Il faudra acheter un parapluie en plus. Mais bon, de toute façon, à Miami, il pleut aussi. Donc, au final, vous perdrez pas grand-chose. Bref, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé cet épisode. Que j'ai essayé de faire un peu plus court. Voilà, j'en avais marre de faire des podcasts de 1h30 là. Parce que vous n'avez pas 1h30 dans votre semaine pour m'écouter parler et rien dire sur la Formule 1. Bref, j'espère que ce nouvel épisode vous a plu. On se retrouve la semaine prochaine. Non, dans 2 semaines, pardon. Je me suis un peu excité, dans 2 semaines. Par contre, dans 2 semaines, on commence un triple header, comme on dit en anglais, avec 3 courses d'affilée. On aura le droit à Imola, Monaco et Barcelone qui vont se suivre. Donc ça va être chaud, ça va être très intense, mais ça va être super aussi parce que c'est le retour en Europe, avec plein de nouveautés pour tout le monde, et des courses qui vont être, je l'espère, un peu plus excitantes. Clairement. D'ici là, retrouvez-moi sur TikTok, Instagram et en Shorts pour tout simplement être tenu au courant de l'actu un peu plus au jour le jour et surtout avoir quelques petites infos par-ci par-là techniques. J'en parlais tout à l'heure, notamment sur le DRS de Red Bull. Bref, suivez-moi partout. Likez cette vidéo, abonnez-vous, faites ce que vous voulez. Portez-vous bien surtout. D'ici la prochaine. Ciao, ciao.